On repart les amis, on repart alors avec Nicolas Marquez qui est le directeur général de l'Institut Molinari. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas, ravi de vous recevoir. Deux mots sur l'Institut Molinari et sur Molinari lui-même d'ailleurs. Oui, on est une boîte à idées, on fait de l'analyse des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on regarde ce que font concrètement les politiques publiques, puisque on peut afficher un objectif et puis arriver à un résultat contraire, notamment en économie, c'est très complexe. Si on regarde par exemple le discours fiscal sans l'analyser, on arrive à des contresens tous les jours. Je vous donne juste un exemple, la taxe numérique, on pense qu'elle est payée par les GAFA, mais en fait elle est payée par vous et moi, donc il faut analyser concrètement comment les mesures de politique publique ont des effets économiques ou n'en ont pas, et c'est ce qu'on fait. Attendez, mais arrêtons-nous là-dessus. Taxe GAFA payée par vous et moi, ça veut dire que... Mais alors justement, Bercy disait qu'il serait très vigilant là-dessus, donc... Amazon paye sa taxe GAFA, vous l'avez tous bien compris. Et en fait, le sujet, c'est qu'Amazon répercute sur ses propres marchants, et notamment sur sa marketplace, le prix de cette taxe GAFA. Sauf que Bercy avait dit non, on ne laissera pas faire ça, ça ne se passera pas comme ça, etc. Stéphane, c'est du discours. On sait tous, on devrait tous savoir, depuis 1820, depuis que Jean-Baptiste Say a écrit, Jean-Baptiste Say était un des grands économistes français et aussi un chef d'entreprise. Et il a écrit une chose fondamentale, il a dit le chef d'entreprise... Mort le 24 décembre d'ailleurs, je crois. On est tout proche de cet anniversaire. Et Jean-Baptiste Say avait bien compris en tant qu'entrepreneur qu'il était mort, économiquement parlant, s'il n'arrivait pas à faire payer la taxe qu'il collectait par ses clients. Et donc il écrivait dès 1820, l'impôt que paie le producteur est en fait reporté sur son consommateur. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Toute une série d'économistes depuis Jean-Baptiste Say ont étudié ça. Et on sait maintenant que l'impôt censé être payé par l'entreprise est en fait collecté par l'entreprise et il est prélevé sur les clients, quand tout va bien, le client accepte de payer l'impôt, sur... Donc ça, c'est la TVA, par exemple. La TVA, voilà, exemple type d'impôt qu'on accepte tous de payer collectivement. Il est aussi payé par le salarié, parce qu'il y a des cas où le client refuse de payer l'impôt, et donc on va devoir rogner sur les salaires, sur l'augmentation de salaire. C'est Herbert Lehr qui a écrit ça dans les années 1960. Et en France, on est dans une situation où une grande partie de l'impôt sur les sociétés, au-delà de la TVA, est payée par les salariés sous forme d'augmentation salariale moindre. Et il est aussi, bien sûr, payé par l'actionnaire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'actionnaire, il est très mobile. On a peu de capitalisme avec des capitaux franco-français. Et donc, finalement, l'essentiel de l'impôt qu'on pense payer par l'entreprise est en fait payé par les consommateurs ou par les salariés. Et donc, le discours, pour boucler sur ce que vous disiez sur la taxe GAFA, est totalement hypocrite. Bercy savait pertinemment dès le départ que les grands du numérique payaient autant d'impôts sur les sociétés aux États-Unis et dans le monde qu'en France. Tout le discours sur c'est scandaleux qu'Amazon paie moins d'impôts. Mais oui, quand même un peu, non, Nicolas? Vous regardez leurs résultats financiers dans les 10 dernières années. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, j'avais pas prévu qu'on parlerait de ça, mais en même temps, ça me passionne, donc allons-y. Je crois que le chiffre d'affaires estimé d'Amazon en France est autour de 7 milliards d'euros. Je crois que c'est ça, Nicolas. Il ne paye absolument pas en proportion de ce que sont aujourd'hui leurs bénéfices en France. Stéphane, je ne suis pas là pour faire la pub d'Amazon, mais quand vous regardez les résultats mondiaux d'Amazon, ils ont payé autant d'impôts sur les sociétés que toutes les grandes entreprises européennes. Pas plus, oui, pas mais moins. À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, bien sûr. Mais non, je sais. Apple dit aussi, je crois que Tim Cook a fait une communication récente en disant, je crois qu'il est le premier contribuable du monde, enfin quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. C'est effectivement assez impressionnant. Ouais. Mais oui, mais vous avez un problème. Ok, on est ravis pour les États-Unis d'Amérique, mais vous avez quand même un problème de collecte des taxes sur cette activité en ce qui concerne la France et au-delà de ça même en ce qui concerne l'Europe aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. C'est là que ça se complique. C'est que il est certain que ces grandes entreprises américaines paient plus d'impôts aux États-Unis. Mais nous aussi, on a des grandes entreprises françaises qui font du chiffre d'affaires dans le monde entier. C'est vrai. Et qui paient plus d'impôts chez nous. C'est vrai. Donc, LVMH, par exemple. Donc, LVMH est un GAFA français. Tout à fait d'accord. Et donc, toute cette histoire, on a raconté aux Français qu'il y avait un problème, qu'on allait faire payer les GAFA. C'est faux. On sait, Amazon a reporté ça sur ses partenaires commerciaux qui sont des TPE, PME françaises qui ont reporté ça sur leurs clients. Apple a reporté ça sur ses développeurs. Tous ces nouvelles taxes ont été reportées sur vous et moi.
Donc on a raté. C'est anecdotique. Elles sont anecdotiques. À l'égard de. Enfin, je pensais à Google. Et ça a donné un crédit, une crédibilité aux travaux de l'OCDE de refonte de l'assiette d'imposition mondiale. Et on n'est pas vraiment sûr qu'on va y gagner énormément. Donc on a investi beaucoup de temps public à raconter des choses décalées de la réalité aux Français et à ne pas traiter les vrais sujets. Pendant qu'on parlait de la taxe GAFA, on ne traitait pas le sujet des déficits publics français. Et on est arrivé à la crise Covid en ayant des comptes totalement dégradés. Ouais, alors, on va y aller. Mais juste un mot d'abord, pourquoi Molinari ? Molinari, c'est un penseur belge, qui est franco-belge, et l'Institut économique Molinari est basé en France et en Belgique, et il avait le don d'expliquer l'économie simplement. Et c'est ce qu'on fait à Molinari. Ouais. On ne cherche pas à faire de la théorie, on cherche à appliquer concrètement la boîte à outils. Vous avez quand même un combat. C'est vous qui calculez tous les ans le jour de libération fiscale. Oui. C'est nous qui calculons ça. J'adore cette histoire de jour de libération. Tout à fait. Ce que j'adore, non, je vais vous le dire, parce que alors, pour le coup, Bismarck existe pour ça, Nicolas. Ce que j'adore, c'est que les mêmes qui calculent tous les ans le jour après lequel, et c'est sans doute très bien fait et très réel, on épuise la terre, c'est-à-dire on a épuisé ce qu'on devrait consommer en une année de ressources de là. Exactement les mêmes, vous contestent tout à fait. Ce calcul de jour de libération fiscale en disant vous racontez n'importe quoi, c'est impossible de calculer ça comme ça. On part d'une fiche de paie concrètement et on regarde ce que vous et moi, ce qu'un salarié moyen a comme fiscalité. Donc on regarde les charges sociales, patronales, salariales. Alors on a eu un grand débat, des gens nous disaient mais les charges patronales sont payées par le patron et les charges salariales sont payées par le salarié. En fait tout ça, ça sort de la même poche. Oui, alors ça c'est une des grandes absurdités de notre système. Après on a eu toute une série de débats avec toute une série de personnes qui nous disaient oui mais derrière il y a des prestations, par exemple on paie pour nos retraites. C'est le sujet, mais les salaires différés. Concrètement, d'ailleurs on pourrait dire que c'est faux, on ne paie pas pour nos retraites. Aujourd'hui, en France, on paie pour les retraites de nos aînés. Il n'y a strictement rien d'épargné. Et derrière ça, on fait ce que faisait Molinari. C'est biaisé quand même, Nicolas. Non, le salaire différé, c'est une réalité. C'est pour ça que, d'ailleurs, les points de comparaison entre les différents États sont compliqués à faire. Il faudrait même le retirer, je ne sais pas si vous le faites, de l'ensemble des prestations sociales qu'on peut recevoir. Une famille... En l'occurrence, Stéphane, d'un point de vue économique, ça a un sens si c'était provisionné. Et dans toutes nos cotisations retraite, il y a rien qui est mis de côté pour payer nos retraites. Donc en fait, quand vous payez vos cotisations retraite, vous payez les retraites de nos aînés, c'est ce qu'on appelle la répartition, et vous avez une priorité pour votre future retraite. Mais rien n'est provisionné. Et ce que vous sous-entendez, ce que vous suggérez aurait un sens si les cotisations alimentaient un fonds de pension. Je comprends. Aujourd'hui, quand on est fonctionnaire, on a une partie de ces cotisations retraite qui alimente le fonds de pension des fonctionnaires, les RAFP. Et là, ça a un sens, effectivement, de dire ça, c'est du salaire différé. Mais l'essentiel des retraites françaises, ce n'est pas du salaire différé, c'est une promesse. Et il n'y a pas d'actif derrière. Et c'est d'ailleurs notre sujet. Parce que si, il y a un actif considérable, c'est la France. Ah oui, c'est la stabilité de notre système politique, c'est la capacité à lever de l'impôt. Je suis d'accord. Mais à ce moment-là, il faut accepter de regarder l'actif France. Et l'actif France, c'est un patrimoine qui vaut 8 ans de PIB. Et les engagements des retraites, c'est 4 ans et demi de PIB. Donc on est un ancien pays riche qui s'appauvrit lentement. Ça ressemble un peu au siècle d'or de l'Espagne, si vous me permettez la comparaison. Et ça, il faut accepter de regarder ça correctement. Et parce que sinon, on s'assied sur une bombe à retardement, on met le couvercle sur la cocotte minute et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, moi, le sujet qui m'intéresse, c'est aujourd'hui qui me passionne même, si vous vous mettez à la place d'Emmanuel Macron, ouais. Vous vous dites donc j'ai été élu quand même comme président réformateur. Et tout à coup, quand même, comme ça, du jour au lendemain, en claquant des doigts, on a lâché combien les derniers calculs, c'est 90 plus 100, c'est à peu près 190 milliards, c'est ça ouais. 90 milliards d'aides directes à l'ensemble de ceux qui en ont besoin, du quoi qu'il en coûte, et puis 100 milliards de pertes de recettes. Voilà. On a 190 milliards de trous dans le budget. Et en fait, tout se passe bien. On va avoir, je crois que le taux de la dette française globale sur 2020 est négatif. L'ensemble des dettes levées par la France, je crois que c'est moins 0,12%. J'ai un doute entre 0,12 et 0,19. De toute façon, il est négatif.
Donc, mais comment est-ce qu'on va pouvoir dire aux gens qu'il va falloir aller réformer, avec toutes les difficultés que l'on connaît à réformer en France, pour aller gratter les retraites, une vingtaine de milliards, l'assurance chômage, une dizaine de milliards. Comment est-ce qu'on peut justifier ça aujourd'hui alors que l'argent est gratuit? C'est une très belle question. Ah oui, très belle question. confirme. Alors d'abord, il faut se souvenir que l'argent pas cher, ça a existé dans toute une série de périodes. Et nos amis italiens, avant la précédente crise, avaient un peu ce raisonnement-là. Nos amis grecs aussi, nos amis portugais. Ça ne les a pas empêchés de dévisser. Quand l'argent s'est renchéri brusquement chez eux, de devoir faire des choix très durs. En fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'argent n'est pas cher qu'il ne sera pas cher demain. Disons que quand même, la perspective de long terme, ou alors de très très long terme, peut-être pour une remontée des taux d'intérêt, mais très franchement, l'ensemble de ceux qui aujourd'hui regardent, et même les plus sérieux, cette histoire de taux d'intérêt, ne prévoit pas de remontée. Là, la dette que vous levez, vous l'avez, je crois que c'est 8 ans en moyenne, oui, tout à la fait. maturité de la dette française. Donc vous avez déjà devant vous 8 ans de tranquillité absolue. Oui, mais jusqu'à quand ? Et le vrai sujet, c'est jusqu'à quand ça sera comme ça? Jusqu'à quand nos voisins européens accepteront de... Ils ont fait la même chose, Nicolas. Pas tous, pas dans la même ampleur. Parce qu'il faut bien comprendre que nous, on a deux dettes. On a la dette Covid, qu'on vient de contracter, et on a la dette récurrente. C'est normal quand vous avez un choc de vous endetter. Et le Covid est un choc. Historiquement, on a eu des chocs de dette publique. On est passé, en gros, parce que j'aime bien, moi, dire les chiffres. En gros, ça va être de 2400 milliards à 2700 milliards d'euros de stock de dette. Et si on le compare au produit intérieur brut, de 100 à 120% Tout à fait. de la richesse qui est produite chaque année par l'ensemble des entreprises pour avoir un ordre de grandeur de France. Le autre ordre de grandeur, la dette, c'est à peu près 40 000 euros. Par habitant. Non, ça c'est quelque chose que je refuse. Pourquoi ? Mais parce que l'État a l'éternité pour lui. L'État a pour lui l'éternité, et l'État a pour lui, alors c'est une image avec laquelle je me balade régulièrement, là je peux pas, j'avais pas prévu non plus, c'est les Templiers au bûcher, si vous voulez. Ceux qui ont cru à un moment que l'État était un créancier comme les autres, ça s'est mal passé pour eux. L'État, il a la force publique et la force légitime. Il a l'éternité, la force publique, la force légitime. Vous ne pouvez pas le comparer en particulier. Et je trouve qu'en plus, cette comparaison, elle est inutilement anxiogène. Nous dire qu'on a 40 000 euros de dette sur nos épaules, que chacun de nos enfants a 40 000 euros de dette sur leurs épaules, c'est faux. Et concrètement, la comparaison avec les Templiers est très intéressante. Parce que dans l'imaginaire... Ils ont fini au bûcher. Ils ont fini au bûcher. Et historiquement, il y a eu les Templiers, il y a eu les Juifs, il y a eu les protestants. Non, mais même sans parler de ça, vous avez la Compagnie des Indes qui a cru qu'il allait pouvoir réclamer son dû à la couronne d'Angleterre. Voilà. Rockefeller qui l'a cru face à l'État des États-Unis. Voilà. Enfin, là, à chaque fois, la force s'impose. Par contre, il ne faut pas se faire abuser par ces comparaisons historiques. Parce que le dernier remboursement, le grand remboursement de dette publique, c'est ce que De Gaulle appelait la guerre de 30 ans. Comment a-t-on soldé la Première et la Deuxième Guerre mondiale? On l'a soldé à l'époque par de l'inflation, en spoliant les gens comme vous et moi, en spoliant les classes moyennes, en spoliant les épargnes moyennes. Il y avait de l'inflation et de la croissance en même temps. Il y avait de l'inflation. Il y avait les deux. Il y avait de la croissance. Mais concrètement, quand vous regardez le rentier de 1914, qui avait, imaginons, il a 10 000 francs de rente à 3%, tous les jours, ça lui permet d'avoir 4,8 kilos de pommes de terre. Vous prenez le même rentier en 49, tous les jours, sa même rente lui permet d'avoir 48 grammes de pommes de terre. Et finalement, il a un pouvoir d'achat 100 fois moindre. Et cette personne, qui est une personne de la classe moyenne, elle est passée en l'espace de deux guerres de la soupe populaire. Elle est devenue client de la soupe populaire, alors qu'avant, elle pouvait nourrir tout le monde. Vous n'avez pas plus d'inflation aujourd'hui que vous n'avez de hausse de taux d'intérêt. Les deux sont d'ailleurs peut-être un petit peu liés. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas non plus avoir peur de l'inflation. C'est pas possible, elle n'existe pas, elle n'est nulle part. Et comment va-t-on rembourser ça? Est-ce que réellement... Mais vous ne le rembourserez jamais. Vous avez l'éternité pour vous. Elle roule, cette dette. Elle roule jusqu'à présent. Jusqu'à quand? Et ça, c'est la vraie question. Parce que comparativement à nos voisins qui sont en train d'émettre de la dette, mais qui savent qu'elle correspond à un choc, nous, on émet de la dette pour assumer Covid
Et c'est tout à fait normal, mais on émet aussi de la dette pour assumer nos dérapages perpétuels. Et en Europe... Vous voudriez qu'elle soit cantonnée quelque part? Parce que ça, c'est un grand débat, ça. Cette dette Covid, il faudrait qu'elle soit cantonnée. Je n'ai pas d'avis sur le cantonnement. C'est un sujet technique. Ouais. Mon avis en tant qu'économiste, c'est de dire, attention, la plupart de nos voisins étaient capables de rééquilibrer leurs comptes. En 2019, 13 pays européens étaient excédentaires, quand on regarde les structures étatiques. Nous étions très déficitaires, et ça crée une fragilité. Parce que tous nos voisins sont d'accord pour faire rouler la dette Covid, et tout le monde le fait en Europe. En revanche, tous nos voisins européens ne sont pas d'accord pour financer des dettes, des déficits structurels qui correspondent à des dépenses de fonctionnement qui devraient être financées par des recettes. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir faire le tri entre le bon grain et l'ivresse, qui, à mon avis, est compliqué. Et c'est ça notre sujet, parce que ça nous crée une fragilité particulière. Regardez, vous voyez très bien, vous voyez par exemple les Anglais, ils ont fait un choix qui est très particulier de sortir de l'Europe. Bon. Nous, est-ce qu'on pourrait le faire demain? Je ne dis pas que je soutiens ce type de choix public. Non, mais ça, je vous le confirme. Mais clairement, si vous êtes pieds et poings liés, parce que vous dépendez d'une banque centrale, et que sans cette aide de banque centrale... Vous dépensez de la chancellerie allemande, point à la ligne, enfin, il faut le dire, c'est clairement. Vous perdez toute votre autonomie. Ça, c'est sûr. Si vous regardez ce que nous apprend la gestion du risque moderne, et on y est en plein avec le Covid, vous regardez ce que dit Taleb, par exemple, nous sommes dans une structure fragile, parce que concrètement, nous nous endettons, nous vivons à crédit. Alors, je vous suis, je sais qu'un État n'est pas un ménage, mais structurellement... il faudra arrêter cette comparaison. Quand un État vit à perpétuité à crédit, il se crée une fragilité. Oui, non, mais... je me fais l'avocat du diable. J'ai bien compris. Mais néanmoins, quand même, je trouve que c'est très dérangeant. Alors, c'est encore plus, parce qu'encore une fois, il faut revenir aux chiffres. Donc aujourd'hui, 2700 milliards d'euros de stock de dette publique qui vont nous coûter, selon les prévisions de Bercy, à peu près 27-28 milliards d'euros de service de cette dette l'année prochaine. Une dette inférieure, il y a 4 ans, nous coûtait 35 milliards d'euros de service. Et une dette moitié moindre, il y a 15 ans, moitié moindre, 1000 milliards, nous coûtait 50% plus cher. Vous comprenez, c'est très perturbant quand derrière on va venir vous dire il faut faire des efforts, il faut de la rigueur, il faut réformer. C'est très insidieux parce qu'effectivement la dette nous coûte beaucoup moins cher qu'auparavant et donc ça risque de devenir un mode de vie, on risque de s'enquister là-dedans et on risque d'être incapable d'évoluer s'il y a un choc. Mais on l'est déjà en fait, Nicolas, c'est ça le truc. Alors, mais c'est ça le truc. Pour tourner ça positivement, vous disiez si j'étais Emmanuel Macron, je ne suis pas Emmanuel Macron, il n'est pas autour de la table. Quel argument je peux lui donner? C'est qu'en fait, c'est pas un objectif dans la vie de vivre à crédit. On pourrait avoir comme objectif de relancer l'économie française, de la relancer sérieusement. On pourrait avoir comme objectif de faire diminuer le chômage sérieusement, avant même que la crise survienne, on avait 500 000 chômeurs en plus que la moyenne de l'Union européenne. Donc ça, c'est totalement anormal. On a des sujets retraite. Mais justement, ils vont vous dire... Mais non, mais si vous dites ça, ils vont vous dire, mais investissez massivement, prenez l'argent public qui coûte rien, justement, et allez-y. Mais qu'est-ce que c'est qu'investir massivement? Créer des emplois artificiels qui seront payés par l'État et payés par la dette. Enfin, vous voyez, c'est ça le... Ces emplois ne sont pas pérennes. Alors, je vais vous donner une piste d'investissement massive. La transition énergétique. La baisse des impôts de production. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, on a une structure de fiscalité qui tue l'emploi en France et qui est une subvention aux importations. On a quelque chose d'aberrant. On a tous appris le colbertisme industriel où de temps en temps certains cherchent à le réintégrer dans l'espace public. On se souvient des déclarations de Bruno Montebourg. On fait l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, on subventionne les importations, on subventionne les délocalisations. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait arrêter. Concrètement, si on veut recréer de l'emploi, on a un très beau discours sur la recréation d'emplois industriels, on a des très beaux discours sur la réindustrialisation. Vous annulez 70 milliards d'euros d'impôts de production et vous laissez finalement les entreprises, ça c'est votre rêve libéral, que l'on partage, je vous rassure, et vous laissez les entreprises finalement décider de construire la croissance. Tout à fait. Quand on regarde les entreprises françaises... On est au bout, vraiment, conclusion, Nicolas. Ça, c'est l'enjeu majeur. C'est laisser repartir l'économie. Et c'est comme ça
on remboursera la dette. Et au-delà de la dette, parce que la dette n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est comme ça qu'on recréera la croissance et la richesse économique à laquelle on aspire tous. Nicolas Marquez, donc directeur général de l'Institut Molinari. À bientôt, Nicolas. Ouais, voilà, on discutera comme ça régulièrement si le temps le permet. Les amis, on continue.